Чечени – это русский стих, и следствие синица – это русская синица. Упоительный народ, последний и первый, растерянный и собранный, уведенный тайной мечтой задачки новых событий. Давайте в укрытие! Нечего здесь отсвечивать! Первый расчет правее! Второй расчет, красавчики! А теперь слушайте меня, если вы даете норму боеприпасов, 5 раз в день. Они пришли сюда добровольцами, номерами, за то, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом. Учтите это! La chute de l'Union soviétique et l'émergence de la Russie fédérale dans les années 90 ont été marquées par des réformes économiques radicales pour passer d'une économie planifiée à une économie de marché, connue sous le nom de thérapie de choc. Cette transition a engendré de graves difficultés économiques, telles que l'hyperinflation, une baisse significative du niveau de vie et une augmentation du chômage. La privatisation massive de secteurs économiques a également contribué à la crise financière de 1998. Les premières guerres de Tchétchénie, débutées en 1994 pour réprimer le mouvement indépendantiste tchétchène, ont ajouté à l'instabilité politique et ont introduit une politique de lutte contre le terrorisme similaire à celle menée par les États-Unis plus tard. Une nouvelle génération de cinéastes post-soviétiques, devenant par la force des choses la fraction dissidente du cinéma russe, va développer cette période de transition. Les enjeux sociaux autrefois tus sont désormais mis en lumière par la précarisation et les inégalités. Une Russie en pleine mutation, cherchant à rivaliser avec le monde du marché, voit émerger un résidu d'un URSS jadis maître du monde, se réduisant à des vestiges d'un pays en pleine crise d'identité qui se retrouve dans la tradition, la religion et la violence. Alexandre Rogozkin, à travers son film The Tchéquiste en 1992, offre un regard introspectif sur la brutalité et la violence politique qui ont marqué l'histoire soviétique. Dans cette histoire, le bureau de la Tchéka mène des travaux bureaucratiques de routine. Les prisonniers sont jugés coupables sans procès et exécutés par le convoi de la mort. Le film reflète les troubles et les guerres de Tchétchénie des années 90, la répression et la terreur d'État. Alexei Balabanov a réalisé plusieurs films emblématiques de cette période. Son diptyque Brother illustre le climat social et économique des années 90 en Russie. Ces films suivent le personnage de Danila Bagrov, un jeune homme démobilisé de l'armée qui tente de naviguer dans le chaos et la violence de la Russie post-soviétique, dans une société en pleine mutation, marquée par la criminalité et la désillusion. Alexei Balabanov a également traité directement des guerres de Tchétchénie avec son film War en 2002. Un ancien soldat russe, capturé en Tchétchénie avec son ami Fedor. Il rencontre John Boyle, un acteur britannique, et sa fiancée, Margaret. Ivan et John retournent en Tchétchénie pour sauver Margaret. Après diverses péripéties, Ivan et ses compagnons appellent l'armée russe pour être secourus. Ivan est ensuite inculpé pour meurtre, marquant le début d'un conflit chaotique et sanglant, devenu un enjeu nationaliste miné par la corruption bureaucratique.
Cette période culmine en 2004 avec la tragédie de Beslan, où des militants tchétchènes prennent plus de 1100 personnes en otage, se soldant par un assaut fatal des forces russes et la perte de 334 vies. Ces événements font écho à la prise d'otage du théâtre de Moscou 2 ans auparavant, qui a également entraîné de nombreuses pertes. L'introduction du néolibéralisme a encore affaibli la Russie, incitant à réfléchir sur la nécessité de décentraliser le pouvoir politique et de promouvoir une stabilité économique à travers une approche libérale conservatrice galvanisée par un fort nationalisme. C'est dans ce contexte que Vladimir Poutine a émergé en tant qu'acteur central, prenant le pouvoir et consolidant son autorité en tant qu'homme providentiel. Mais émergeait aussi l'idée de rassembler les antilibéraux et les pro-démocrates sous la même bannière, bien que la plupart de ces groupes aient été dissous avec l'arrivée de Vladimir Poutine au pouvoir. Parmi eux, le national-bolchevisme se distingue comme une idéologie hybride, combinant nationalisme et bolchevisme, tout en critiquant le capitalisme et le libéralisme. Cette idéologie réinterprète le marxisme avec un angle révisionniste centré sur le social-chauvinisme, s'opposant aux influences étrangères perçues comme une menace pour la souveraineté nationale. Parfois adopté par des mouvements nationalistes ou séparatistes pour défendre les intérêts d'un groupe ethnique spécifique. Certains de ces partisans, surnommés rouge-brun, adoptent une approche plus radicale, souvent critique envers le régime soviétique et le marxisme-léninisme. L'eurasisme rejette le modèle universel de société promu par le libéralisme occidental, privilégiant la reconnaissance et le respect des identités culturelles et traditionnelles diverses. Il envisage un monde multipolaire où chaque civilisation peut suivre son propre chemin, loin de l'influence hégémonique de l'Occident, regroupée sous l'entité géographique de l'Eurasie, combinant Europe et Asie en un seul continent. Ce mouvement prône un communautarisme mettant l'accent sur la communauté plutôt que sur la liberté individuelle libérale, tout en réaffirmant des valeurs traditionnelles adaptées aux défis modernes. C'est un conservatisme réformé qui critique le libéralisme démocratique et le marxisme, proposant une troisième voie au-delà de la nation, tout en rejetant le matérialisme dialectique et l'internationalisme prolétarien du bolchevisme. L'eurasisme cherche à intégrer les pays post-soviétiques dans une structure régionale centrée sur la Russie, visant à renforcer leur influence collective sur la scène mondiale. La Russie est vue comme jouant un rôle de leadership grâce à ses racines eurasiennes, valorisant la spiritualité et la profondeur métaphysique des civilisations eurasiatiques, notamment à travers la philosophie russe et l'orthodoxie orientale, affirmant une grandeur russe basée sur cette réaffirmation identitaire. L'idéologie eurasiste s'oppose à l'atlantisme, évoquant les tensions géopolitiques analogues à celles décrites dans 1984. À la fois philosophique et politique, elle justifie la politique russe par une imagerie pragmatique, influencée par les conservateurs révolutionnaires européens, préférant une gouvernance par une élite philosophique et méprisant les masses qu'elle juge indignes. Cette approche néglige volontairement l'impact concret de ces concepts sur la vie quotidienne et les institutions sociales. Les mouvements eurasistes, en Russie et en Ukraine notamment, souvent vus comme une forme de néofascisme adapté aux réalités contemporaines, cherchent à unifier sous une vision eurasienne diverses sociétés. Mais leur approche sélective ne reconnaît pas toujours les aspirations autonomistes ou culturelles des groupes locaux. Ce projet inclut l'homogénéisation forcée de la société, excluant toute forme de dissidence par rapport à la norme eurasienne. Leur vision de la démocratie eurasienne implique une participation passive du peuple, tandis qu'une élite prétend détenir la vérité du destin du peuple et impose cette vision par la violence, notamment lorsqu'ils soutiennent l'usage de la force étatique pour réprimer les minorités sexuelles et les mouvements contre-culturels perçus comme pro-occidentaux. Utilisant la question des droits LGBT à des fins de politique intérieure et internationale pour renforcer le soutien des conservateurs et nationalistes, présentant les valeurs traditionnelles comme un rempart contre ce qu'elle perçoit comme une influence occidentale dégénérée. Cette stratégie renforce un sentiment de patriotisme et de résistance contre une supposée invasion culturelle, alimentant une propagande robuste et répressive. Bien que centrée sur leur continent, l'idéologie eurasiste influence également les mouvements ethno-nationalistes à travers le monde, notamment en Europe et aux États-Unis,
où elle se manifeste souvent par des mouvements identitaires partageant une hostilité envers le libéralisme et la globalisation. Enracinée dans la pensée d'intellectuels russes du XXe siècle, justifie les politiques expansionnistes et interventionnistes de la Russie, y compris ses actions dans les pays voisins. Elle cherche activement à étendre son influence dans les anciennes républiques soviétiques comme le Kazakhstan, la Géorgie et l'Arménie, en exacerbant les tensions politiques locales. Son intervention en Syrie depuis 2015 pour soutenir le gouvernement Assad reflète une politique étrangère interventionniste et agressive. En Afrique, la Russie renforce ses partenariats économiques et militaires tout en offrant une alternative à l'influence impérialiste de la France. Parallèlement, la Russie est engagée dans des tensions et des conflits, tels que la guerre en Ukraine depuis 2014, marquée par l'annexion de la Crimée et le soutien aux séparatistes dans l'est du pays. Elle justifie ses actions en Ukraine en mobilisant une imagerie historique et culturelle riche, remontant à des siècles de liens avec l'Ukraine, et mettant en avant la protection des populations russophones dans les régions orientales et méridionales. Ce discours conteste la légitimité de l'État ukrainien moderne, le présentant comme une menace régionale due à des influences occidentales perçues comme hostiles. En exacerbant les divisions linguistiques et culturelles, la Russie alimente les tensions internes en Ukraine, renforçant ainsi sa justification pour ses interventions militaires et politiques dans la région. En projetant des versions de l'histoire et en comparant les productions d'autres pays, le cinéma de guerre devient un moyen de débat géopolitique et de diplomatie culturelle. Bien qu'il ne soit pas un cinéma officiel d'État, peut être considéré comme un appareil idéologique de l'État russe, une intervention accrue de l'État dans l'industrie cinématographique, avec une augmentation du financement public et un contrôle plus étroit sur la production. Ces films sont une riposte sur plusieurs fronts, notamment en réponse aux révolutions de couleur. Cette série de soulèvements populaires, pour la plupart non violents et soutenus par des acteurs occidentaux, ont secoué l'Eurasie et le Moyen-Orient, entraînant des bouleversements politiques significatifs et des changements de régime dans plusieurs pays de la région de 2003 à 2006. Le cinéma de guerre russe, influencé par une intervention croissante de l'État dans l'industrie cinématographique. Financé et promu par des canaux étatiques comme Channel One Russia et Russian Today, il est utilisé pour contrer les récits occidentaux et renforcer l'image de la Russie en tant que stabilisateur régional. Il glorifie la puissance militaire russe et mobilise les audiences, particulièrement la diaspora russe, autour du patriotisme, de la famille et de la foi orthodoxe. Les autorités gouvernementales interviennent régulièrement dans la production cinématographique pour contrôler les contenus jugés discordants. Cette intervention se manifeste à travers divers facteurs législatifs, religieux et économiques qui limitent la liberté des cinéastes. Les lois sur la mémoire historique et les règles morales ont une influence dès les premières étapes de la réalisation d'un film. Bien que l'État ne dispose pas d'un levier direct pour contraindre les réalisateurs dès le stade du projet, il intervient indirectement, souvent en collaboration avec l'Église orthodoxe, influençant la politique culturelle et identitaire nationale. Des lois récentes répriment les offenses religieuses et interdisent l'usage de mots grossiers dans les films et les médias. La régulation du discours historique, protégée par des décrets comme celui de 2009 contre la falsification de l'histoire, vise à maintenir un canon historiographique favorable à la Russie. Le cinéma patriotique russe, qui reprend presque toutes les conventions du cinéma patriotique américain, a des liens très forts avec l'armée. La plupart de ses productions sont financées et produites par des hommes influents de l'armée nationale et des armées privées. Souvent appelées sociétés militaires privées ou groupes paramilitaires, ces entités jouent un rôle significatif dans divers conflits et missions. Le groupe Wagner est le plus connu de ces formations. Fondé par Dmitri Autkin, un ancien officier des forces spéciales russes, le groupe Wagner est devenu actif à partir de 2014. Le groupe est supposément financé par des oligarques proches du Kremlin. Ultranationalistes, certains de ses membres ont des relations directes avec des mouvements néo-nazis en Russie.
Il reçoit également un soutien logistique et matériel de l'État russe et fonctionne souvent en étroite collaboration avec le gouvernement russe, bien que de manière non officielle. Les relations entre le Kremlin et les groupes paramilitaires comme le groupe Wagner ainsi que d'autres entités similaires est souvent marquée par une dynamique de domination. Ces groupes opèrent souvent en partenariat avec des entreprises russes dans le secteur minier et énergétique pour sécuriser des intérêts économiques. Les mercenaires tchétchènes des Kadyrovtsi, fidèles de Ramzan Kadyrov, jouent un rôle crucial en Tchétchénie et au-delà. Ces organisations, affiliées d'une manière ou d'une autre au Kremlin, sont également impliquées dans la production de films financés par l'armée, glorifiant leurs actions. Les influenceurs du groupe Wagner sont actifs dans cette industrie audiovisuelle, consolidant ainsi leur influence au sein de ces structures. Le premier film à attirer l'attention internationale hors de la Russie est Turiste d'Andrei Batov, sorti en 2021. Ce film traite de la convergence militaire russe en République centrafricaine. Il raconte l'histoire de Grisha Mitriev, un ancien policier qui arrive en République centrafricaine avec un petit groupe d'instructeurs russes et en compagnie du groupe Wagner. Il se retrouve confronté à plusieurs groupes de bandits marchant sur la capitale pour organiser un coup d'État. Les instructeurs russes et leurs protégés se battent contre ces bandits. Pour Grisha Mitriev, qui n'a jamais participé à des opérations militaires, ce voyage est l'occasion de s'engager dans l'armée et de trouver un sens à sa vie. Le film utilise du matériel cinématographique et militaire appartenant au groupe Wagner, montrant l'armée intervenant en Afrique. Turiste vise à créer un récit pro-interventionniste conçu pour soutenir la politique africaine pro-russe. Le film est même doublé en sango, suggérant qu'il est destiné à un public étranger réceptif au discours. Suivant un novice du groupe Wagner qui, au début, ne comprend pas son rôle en Afrique, mais finit par saisir l'importance de son intervention, tout ce que fait Wagner est présenté de manière très positive, dynamique et utilisant les codes du cinéma hollywoodien, avec un montage rythmé clairement américanisé, adopte presque une approche pédagogique. Il s'agit aussi d'un moyen pour Wagner d'utiliser le cinéma comme outil de recrutement et d'engagement. Turiste fait partie de la guerre de l'information, visant à contrer la communication américaine et européenne, généralement opposée à la politique interventionniste russe. C'est une confrontation entre puissances impérialistes par la communication, combinant des éléments de divertissement et de messages politiques et du groupe Wagner en tant que force bienveillante et nécessaire dans les zones de conflit. Ces films sont facilement trouvables sur Internet et très certainement de façon volontaire par la production pour avoir un public plus large. Forts de leur lancée, ils vont développer une industrie de plus en plus conséquente en budget et en ambition. Son Sepiok de Maxime Brius et Mikhail Wasserbaum en 2021, ainsi que The Best in Hell de Andrei Sherbini en 2022, forment le diptyque sur la guerre en Ukraine. Deux personnalités vont être les piliers centraux du projet. Alexei Nagin, figure militaire russe faisant partie du groupe Wagner, a servi dans les forces armées russes et participé aux combats en Tchétchénie et en Géorgie. Il a ensuite rejoint les forces spéciales du FSB à Volgograd comme sniper éclaireur et a été instructeur en Crimée de 2014 à 2016. Après avoir quitté le FSB, Nagin a rejoint le groupe Wagner, participant aux hostilités en Syrie et en Libye. En 2022, il a participé à l'invasion russe de l'Ukraine comme commandant. Grièvement blessé le 12 mai 2022, il est retourné au service en août, mais est décédé le 20 septembre 2022 dans la région de Donetsk pendant les batailles pour Bakhmout. Il a participé aux 2 projets filmiques et a été très investi dans l'écriture des scénarios. L'autre personnalité du groupe Wagner liée au projet est Yevgeny Prigojine, fondateur de Concorde et du groupe Wagner. Milliardaire et homme d'affaires russe puissant, il a été le gérant de toutes les interventions russes à l'étranger, participant à des conflits en Ukraine, en Syrie et en Afrique. Prigojine contrôlait également des entreprises accusées d'ingérence dans les élections américaines de 2016 et 2018. Lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, son influence a augmenté. Il a été ni plus ni moins que le financeur principal et producteur des films, gérant l'argent de sa propre poche.
des experts militaires chevronnés de Wagner, qui ont également une expérience en Syrie et en Afrique, ont participé à la réalisation des films. C'est The Best in Hell qui va nous intéresser. Car bien qu'il soit dans les codes du film de guerre, il développe une évolution et une différenciation par rapport aux autres. L'équipe du film est composée d'habitués des productions cinématographiques de Wagner, provenant généralement de la télévision. Réalisé par Andrei Sherbini, sous le pseudonyme Andrei Batov, est un collaborateur régulier de Wagner, ayant été engagé pour réaliser Turist quelques années plus tôt. Il travaille dans le monde de la télévision russe, ayant réalisé de nombreux épisodes de séries et de téléfilms. La direction artistique du film est orientée par les directives des dirigeants de Wagner, notamment Alexei Nagin et Yevgeny Prigojine. Si l'on devait attribuer un auteur à ces films, ce serait en lien étroit avec la production de cette armée privée. Le but est de faire en sorte que le film reflète les ambitions et la politique du groupe Wagner. L'histoire du film est assez difficile à retranscrire, tant elle est simple et diluée. Les unités blanches mènent une opération d'assaut pour capturer des bâtiments stratégiques en centre-ville. Leur objectif est de prendre le contrôle d'un poste d'observation afin de guider les avions d'assaut vers des cibles situées à l'arrière de l'ennemi. Cependant, les unités jaunes, retranchées dans ces bâtiments, sont prêtes à se battre jusqu'au bout. Dirigés par un combattant portant l'indicatif d'appel Polygone, les Stormtroopers des unités blanches sont confrontés à une tâche particulièrement difficile. Par la suite, il devra envoyer les coordonnées obtenues des positions de tir de l'artillerie jaune à 2 Su-25 blancs. Bien que les chars et les véhicules de combat d'infanterie aient été prévus pour faciliter cette mission, la résistance acharnée de l'ennemi, soutenue par des mortiers de gros calibre et des drones d'attaque, prive les assaillants de l'avantage. Malgré la victoire de l'opération, l'ennemi a pu se replier, renforcer ses fronts et bombarder les positions alliées. Une situation actualisée tout au long du film par le Whisper, un ancien de la direction des Blancs. Le film se termine sur une citation. « Nous avons un contrat avec la société, un contrat en conscience avec la mère patrie, et nous le suivrons jusqu'à la fin. Vivants ou morts, nous savons que nous allons en enfer, mais en enfer, nous serons les meilleurs. » La nationalité des unités blanches et jaunes, ainsi que l'année et le lieu des combats, ne sont pas précisés. On suppose que les blancs représentent le PMC Wagner et que les jaunes sont des combattants des forces armées d'Ukraine. Les couleurs sont choisies exprès. Les Wagner, les Tchétchènes, Louhansk, Donetsk et les troupes russes ont les épaules et les cuisses marquées avec du ruban blanc. Les Ukrainiens utilisent des rubans jaunes et bleus. Si le choix de présenter les deux protagonistes avec des critères de couleur peut paraître grossier, il y a deux raisons précises pour ce choix. Premièrement, le film est entrecoupé de débriefings de mission présentés par le Whisper. Il aborde la fonction stratégique de la mission et les objectifs à atteindre. Rappelant beaucoup les jeux vidéo de guerre où chaque mission est entrecoupée d'un débriefing, le film aborde la guerre presque de manière ludique. Rappelle en partie un jeu d'échecs, où les commandants réfléchissent à la manière de tromper et de déjouer l'adversaire. Ce choix sert à créer une dichotomie claire entre les deux camps, facilitant ainsi la compréhension du spectateur, dans un contexte de chaos et de combats intenses. Le film se veut pédagogique et fait preuve de manichéisme volontaire pour que le spectateur, bien qu'il ne sache pas vraiment où se passe la bataille, comprenne les intentions stratégiques des opérations. Le public doit comprendre ce qu'il voit et les intentions des personnages, non par leur développement, mais par un sommaire qui explique la situation du conflit. Le film est clair à ce sujet et ne laisse aucune ambiguïté. Tout est littéral. Il y a un objectif et il faut l'atteindre. Deuxièmement, cette approche permet de décontextualiser la situation de manière stratégique et intentionnelle. En effet, bien que le spectateur puisse aisément deviner l'endroit où se déroule l'action, le film choisit délibérément de minimiser ces éléments contextuels. Ce choix artistique a pour but de détourner l'attention du spectateur des détails géopolitiques et des contextes historiques spécifiques du conflit. En d'autres termes, en évitant de préciser les raisons et les enjeux complexes de la guerre, le film crée une sorte de bulle narrative où les questions morales et politiques sont mises de côté. Dans ce cadre, il n'y a pas de discussion sur les origines du conflit, les motivations des belligérants ou les implications internationales.
Cette absence de contexte géopolitique signifie que la guerre est présentée comme un état de fait, une réalité indiscutable et immuable, en concentrant l'attention sur l'action immédiate plutôt que sur les ramifications plus larges et potentiellement controversées du conflit. En décontextualisant ainsi la guerre, le film évite toute remise en question de la nature même du conflit. Il n'y a pas de place pour les dilemmes éthiques ou pour une réflexion sur la légitimité de la guerre. Au lieu de cela, le film réduit la guerre à une série d'objectifs tactiques, clairs et précis. Ces éléments font que le film ne justifie même plus la raison de la guerre, ni pourquoi ces hommes se battent. Dans de nombreux films de guerre, en particulier ceux réalisés par des productions américaines, la justification de l'engagement est toujours extérieure. On met souvent en avant des motifs comme la protection de la famille, la fierté patriotique ou l'ascension sociale. Ces éléments permettent au public de s'identifier aux personnages et de comprendre les raisons profondes de leur participation à la guerre. Cette approche narrative est particulièrement visible dans les films centrés sur un personnage unique dont le parcours personnel est exploré en profondeur. Par exemple, dans Touriste, l'engagement du personnage principal, un officier de police dégoûté de sa vie, est motivé par une quête de sens et de renouveau. Dans San Sepiok, l'implication d'un ancien vétéran est justifiée par son désir de sauver sa famille de la région de Lugansk en Ukraine. Dans The Best in Hell, rien de tout cela. Les personnages de ce film ne sont pas individualisés par des noms ou des histoires personnelles, mais sont plutôt représentés par des surnoms comme Polygone, Puck, Gosha et Stream. Cette dépersonnalisation souligne l'idée que l'individu est subsumé par le groupe et que l'identité des personnages est entièrement définie par leur appartenance à un camp militaire. La guerre elle-même devient le seul facteur d'identité et de motivation. Les individus ne sont plus des héros avec des histoires et des motivations propres, mais des éléments interchangeables d'une machine de guerre collective. The Best in Hell adopte une esthétique de la guerre dépouillée de tout artifice narratif pour n'en garder que le déroulement de l'opération. Une célébration brute de la masculinité et de la camaraderie militaire, où les individus sont définis par leur action sur le champ de bataille plutôt que par leur histoire personnelle. À quelques exceptions près, très peu de visages connus apparaissent dans ces films, pour éviter que le public ne s'identifie à une tête d'affiche qui nous ferait sortir de la fiction. La présence de l'acteur russe Alexei Kravchenko dans le rôle du commandant des Blancs est notable. Kravchenko, figure significative du cinéma russe, est largement reconnu pour son rôle marquant de Fliora dans Requiem pour un massacre d'Elem Klimov. Ce film, célèbre pour son réalisme brutal et sa poésie sombre, est considéré comme un chef-d'œuvre antifasciste et anti-guerre, produit par les studios Mosfilm et Belarus Film avant la chute de l'URSS. Loué pour sa représentation sans compromis des horreurs de la guerre, il utilise un style visuel et narratif qui plonge profondément dans l'expérience humaine de la terreur et du désespoir. L'ironie de l'histoire est soulignée par le contraste frappant entre les deux rôles de Kravchenko, séparés par près de 3 décennies. Dans Requiem pour un massacre, il incarne Fliora, un jeune garçon confronté à l'abomination de la guerre, une exploration poignante de l'impact destructeur de la guerre sur l'innocence. Et une mise en garde contre la déshumanisation de la guerre, ironique quand on sait qu'à la même période, l'URSS s'enlisait dans la guerre en Afghanistan. En revanche, dans son rôle actuel de commandant des Blancs, Kravchenko se trouve de l'autre côté du spectre, incarnant un personnage militaire haut gradé. Ce changement de rôle reflète une transformation dans les ambitions et les perspectives du cinéma russe. L'évolution des rôles de Kravchenko est un microcosme des changements plus larges dans la société et le cinéma russe. Le choix de Kravchenko, un acteur associé à un rôle aussi emblématique dans un film récent, est une tentative de connecter les spectateurs à une tradition nationale cinématographique tout en soulignant la continuité et les ruptures dans la représentation de la guerre. Les films de guerre contemporains explorent des thèmes tels que la déconstruction des mythes soviétiques, les mémoires de guerre et les enjeux d'identité nationale et de patriotisme. Ce qui prouve bien que les films étaient pensés différemment. Les personnalités et influenceurs russes contemporains, souvent proches du gouvernement, diffusent volontairement des discours nationalistes à travers le cinéma. Cela est accentué par le soutien de la Société d'histoire militaire de Russie, présidée par Vladimir Medinsky depuis 2013. Il est difficile de savoir si ce rôle a été accepté de bon cœur par l'acteur ou s'il s'agit d'une stratégie pure de la part des dirigeants de Wagner. Toujours est-il que si le film a fait parler de lui, c'est bien pour ce pied de nez volontaire. Il y a une tentative de faire un parallèle entre ces deux films,
prétendant que les grands-pères des soldats opposés se sont battus ensemble à Berlin. Cela suggère que l'histoire se répète d'une certaine manière et montre comment le groupe Wagner voit son rôle dans le conflit actuel. Placé dans le contexte du conflit en Ukraine, présente une vision du pays comme faisant partie intégrante de la Russie et de son appartenance à celle-ci. Les combattants ennemis sont perçus comme faisant partie du même peuple. Une scène particulièrement marquante montre un soldat jaune ramassant une icône religieuse tombée au sol dans un appartement. Il meurt quelques secondes plus tard dans une explosion. Ensuite, un soldat blanc arrive, remarque l'icône, la replace, puis meurt également immédiatement après. Cette scène souligne la dimension sacrée et tragique de la guerre, symbolisant la destruction et la tentative de rédemption ou de préservation des valeurs spirituelles en temps de conflit. Wagner sous-entend que c'est une guerre fratricide et que chaque camp fait partie de la même religion et de la même culture. Le film appelle le camp ukrainien à ne pas provoquer une rupture culturelle, insistant sur le fait qu'ils sont intrinsèquement russes. Cela place le conflit ukrainien dans une perspective plus large de la politique internationale et des ambitions géopolitiques, même si le film renie cette perspective en bloc. Le discours est poli et dresse un portrait avantageux de l'armée et des intentions idéologiques propres au groupe Wagner. Comme beaucoup de films de guerre russes récents, The Best in Hell illustre la puissance russe pour séduire les populations ciblées. Utilisant le cinéma comme diplomatie culturelle, la Russie projette sa puissance militaire et sa version de l'histoire mondiale. Ce soft power réactif, développé après les révolutions de couleur et la guerre russo-géorgienne de 2008, vise à préserver les liens culturels avec les États post-soviétiques et à discréditer les modèles occidentaux en promouvant les valeurs traditionnelles et en mobilisant les audiences partageant des liens culturels et spirituels avec la Russie. Mais il y a une distinction particulière entre The Best in Hell et le cinéma patriotique russe classique. Le film The Best in Hell vise à servir les intérêts du groupe paramilitaire Wagner en Ukraine. En dépeignant le conflit de manière décontextualisée, le film se concentre sur les exploits tactiques et opérationnels des combattants de Wagner, les présentant comme des héros efficaces et dévoués. L'objectif semble être double. D'une part, discréditer les positions occidentales favorables à l'Ukraine, en glorifiant les actions de Wagner comme plus légitimes à l'unification. D'autre part, affirmer l'autonomie et la légitimité du groupe Wagner dans ses opérations en Europe de l'Est. Cette représentation du conflit à travers le divertissement calibré cherche à façonner l'opinion publique en faveur des intérêts militaires et politiques russes, tout en façonnant la responsabilité de l'État russe dans les événements en Ukraine. Sorti en 2022, le groupe Wagner est en grande tension avec les forces de la Fédération de Russie, qui va s'aggraver au fil du temps. Les ingérences russes envers le groupe Wagner provoquent de lourdes pertes. De plus, les morts mystérieuses de plus en plus fréquentes d'anciens séparatistes ukrainiens pro-russes provoquent un sentiment de paranoïa constant. Le 23 juin 2023, Yevgeny Prigojine accuse l'armée russe de frapper les camps de ses combattants, faisant de nombreuses victimes, et cible le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Prigojine et ses troupes de Wagner pénètrent en Russie pour renverser le commandement militaire. En réponse, le FSB ouvre une enquête pour appel à la mutinerie armée. Le 24 juin, Wagner prend le contrôle de Rostov-sur-le-Don, sans résistance, et avance vers Moscou. Des affrontements éclatent à Voronej, où l'aviation russe attaque le convoi de Wagner. Certains militaires russes refusent le combat. Vladimir Poutine dénonce la trahison sans nommer Prigojine, tandis que Prigojine affirme que ses combattants ne se rendront pas. Finalement, une médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko aboutit à un accord de désescalade. Les troupes de Wagner se retirent à 200-300 km de Moscou. Les poursuites contre Prigojine sont abandonnées et il accepte de partir pour la Biélorussie. Le 26 juin, Poutine remercie les loyaux et propose aux membres de Wagner de signer des contrats avec le ministère de la Défense. Le 28 juin, le général Sergueï Sourovikine est arrêté pour ses liens avec Prigojine et celui-ci meurt dans un accident d'avion quelques mois plus tard. Les effectifs commencent à manquer et l'influence de Wagner décline rapidement. Les Russes noirs deviennent la principale composante du groupe Wagner en Centrafrique, y compris d'anciens commandants du groupe et de nouvelles recrues, plus étroitement contrôlées par l'État russe. Il va sans dire que la production cinématographique pro-Wagner fut déstabilisée et qu'il reste peu de choses de ce qu'ils ont commencé à développer au sein du groupe. Cela fait bientôt 20 ans que le cinéma russe contemporain
est marquée par un contraste notable entre les productions patriotiques soutenues par l'État et les œuvres dissidentes souvent censurées ou marginalisées. Cette dualité reflète les tensions politiques et culturelles au sein de la Russie. D'un côté, un cinéma qui vise à promouvoir des valeurs patriotiques, à glorifier l'histoire russe et à renforcer l'image positive de l'État et de ses dirigeants. Des films comme 28 hommes de Panfilov de Andrei Chalopa et Kim Druzini en 2016, T-34 de Alexei Sidorov en 2019 ou Sobibor de Konstantin Kabensky en 2018. De l'autre côté, un cinéma dissident qui aborde une vision critique de la Russie actuelle. Ces films ont tendance à être produits en dehors des structures étatiques avec des financements privés ou étrangers et font face à la censure et à des difficultés de distribution en Russie. Des cinéastes connus à l'international comme Andrei Zyaginsey, Kirill Serebrennikov, Ilya Povolotsky et Kira Kovalenko en sont des exemples. La dichotomie entre ces deux types de cinéma reflète la polarisation de la société russe et la manière dont le gouvernement utilise la culture comme un outil d'autorité idéologique. Les films dissidents rencontrent un succès notable en Europe et ailleurs, où ils sont souvent vus comme des œuvres qui dénoncent les abus de pouvoir et défendent la liberté d'expression. Des festivals comme Cannes et Venise ont récompensé ces films, leur offrant une plateforme internationale. À l'opposé, le cinéma pro-russe est limité à sa zone d'influence et ne passe pas les frontières européennes, surtout pour le cinéma financé par Wagner, considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Il est probable que cette polarisation du cinéma persiste tant que l'ingérence du Kremlin continuera avec sa politique d'interventionnisme et de centralisation de l'art. Лучшее в аду.